Bonjour et bienvenue à Ratureli. Aujourd'hui, on s'intéresse à la littérature érotique. Y a-t-il encore matière à controverse à déshabiller les gens dans les livres, à détailler des scènes sexuelles? C'est ce dont on discute avec nos invités Stéphane Dompierre, Caroline Allard et Mélodie Nelson. Caroline Allard, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Merci. Vous êtes auteure, chroniqueuse et scénariste. On vous a connu d'abord comme blogueuse pour Chroniques d'une mère indigne, qui ont été ensuite publiées en livre en 2 tomes en 2006-2009. Vous avez aussi publié le roman Universelle coiffure chez Coup de tête en 2012, Les Chroniques d'une fille indigne ensuite en 2013. Vous animez le segment Érotissimo à Plus on est de fou, plus on lit à la première chaîne de Radio-Canada. Vous animez aussi la nouvelle émission Le sexe selon les sexes à Moi et compagnie avec Rémi-Pierre Paquin. Et là, vous avez aussi, en fait, ça date de 2011, mais vous aviez publié Pour en finir avec le sexe, une bande dessinée illustrée par Iris. En fait, c'est un guide humoristique sur le sexe. Oui, c'est un anti-guide, disons. C'est des trucs à ne pas essayer. Des trucs à ne pas essayer. Oui, j'ai écrit Pour en finir avec le sexe avant de participer à Érotissimo et d'animer l'émission de télé sur le sexe, donc j'en ai pas vraiment fini avec le sexe en écrivant ça, malgré ça a été le début. Ben oui, ben oui, c'est ça. Bon, on va y revenir tout de suite. Stéphane Dompierre, bonjour. Allô. Bienvenue à l'émission. Alors, vous êtes romancier, chroniqueur à Elle Québec et scénariste également. Et vous êtes fait connaître avec Un petit pas pour l'homme, roman qui avait gagné le Grand Prix de la relève littéraire Archambault en 2005. Vous êtes l'auteur aussi avec l'illustrateur Pascal Girard des BD humoristiques Jeunes auteurs 1 et 2 et du roman Corax dans la série L'Orphéon, qui est paru chez VLB en 2012. Vous avez publié les chroniques Fâché Noir en 2011-2013 sur le site Yahoo, qui ont donné aussi un livre des meilleures chroniques chez Québec Amérique. Et là, vous faites paraître Nu. En fait, vous avez dirigé un collectif chez Québec Amérique. C'est des nouvelles érotiques écrites par 16 auteurs québécois, dont Marie-Hélène Poitras, Patrick Sénécal, Guillaume Vigneault. Vous publiez, vous aussi, une nouvelle dans le recueil qui s'intitule Animal social, qui met en scène un Québec du futur hyper sexualisé. Où les gens vont sur Fuckface pour se magasiner un partenaire sexuel. L'amour est définitivement mort, on pourrait dire ça. Ça ressemble à ça. Oui. D'abord, pourquoi vous avez choisi cette approche satirique, vous, pour votre nouvelle? Est-ce que vous trouvez que l'humour est une bonne façon de décrire l'érotisme? Non, c'est l'idée de l'histoire que je raconte m'est venue, je crois que c'était à Rimouski. Je suis plus très certain parce qu'il y a toujours beaucoup d'alcool impliqué là-dedans, dans un salon du livre. D'accord. Et on marchait, une gang d'auteurs en état d'ébriété sur la rue, et on a croisé un bar, une espèce de discothèque où il y avait des films porno qui jouaient sur grand écran. OK. Et ça m'a laissé perplexe. Et en continuant notre chemin, on est tombé sur un bar de chansonniers où il y avait un guitariste, un gratteux de guitare qui s'évertuait à chanter pendant qu'il y avait des films de porno sur des écrans. Là, j'ai trouvé ça vraiment comme... C'est quand même assez inusité. Complètement absurde. Et je me suis dit, OK, c'est ça qu'on veut comme société. Oui, les gens veulent l'hypersexualité partout jusqu'à en mettre pas à côté d'un chansonnier. Tu sais, j'ai trouvé... donc, j'ai poussé de l'absurdité un peu à ses limites avec une société où je me suis dit, OK, les gens là, vont s'envoyer des Skype live dans l'autobus. Les gens sont sur tout des nus. machines sexuelles. Ben, les gens sont branchés. Oui. Il y a des vêtements, tu sais, les serveuses, ils n'ont plus grands vêtements sur le corps là, quand vient le temps de servir dans les bars. Tu sais, en fait, tout ce qui est sexualisé aujourd'hui, ben, je l'ai poussé une coche plus loin, dans le fond. Oui, pour voir jusqu'où on pourrait se rendre. Oui, puis c'est un malaise constant, évidemment, dans la nouvelle. Tu sais. Parce que tu vois, la seule scène érotique vraie et dans ma nouvelle, c'est une scène où justement il n'y a pas d'instrument, il n'y a pas d'objet, c'est quelque chose qui se passe la nuit. C'est le dernier élan de tendresse avant que la fille fasse une révélation choc à l'homme. Et bon, je ne veux pas révéler les pommes, je veux que les gens pour aller l'acheter.
Mais dans votre collectif, vous avez regroupé des nouvelles érotiques en tout genre. Ouais. Charles Bolduc, La première, Un glaçon entre les dents, pour dire que c'est très romantique. Roxane Bouchard, Un moment d'égarement, c'est carrément humoristique. Là, c'est une femme très naïve qui raconte à son mari sa thérapie, son coach de vie qui va, pour décongestionner ses chakras, qui va la sodomiser. Voilà. On a Sophie Bienvenue, quelques heures avant la fin du monde, où le potentiel de Juliette, très psychologique. Il y en a qui sont plus littéraires que d'autres aussi, Guillaume Corbeil, entre autres. Est-ce que c'est un de vos vœux de montrer le large éventail, le large spectre de la littérature érotique? Oui, bien, c'est arrivé comme ça dans la mesure où c'était pas un appel de texte. Au départ, ça a été... j'ai été par plaisir spontané. C'est-à-dire, je me suis dit, je vais inviter qui j'aurais envie de voir écrire du sexe. Donc, quelqu'un qui ne l'avait pas nécessairement fait. Je voulais pas aller dans les 3-4 auteurs, même Marie Gray, par exemple, qui fait déjà là-dedans. Je voulais aller chercher des gens qui ne s'étaient pas nécessairement encore risqués au genre. Donc, pour moi, après ça, c'était d'arriver avec justement de surprise en surprise. Chaque nouvelle qui m'arrivait était une nouvelle surprise. Mais au départ, c'était des gens qui ont beaucoup de style. Moi, mes auteurs préférés, c'est des auteurs qui, chaque page est vraiment... il y a quelque chose d'eux dans chaque page. On reconnaît beaucoup. Tu peux pas mélanger Marilyn Poitras et Patrick Sénécal dans leur style d'écriture. Donc, pour moi, il y avait ça au départ. Et ensuite, ça a été d'agencer tout ça pour que ça donne un tout cohérent. Mais ça devait être un défi pour ces écrivains-là, s'ils ne sont pas habitués justement au genre. Est-ce que ça a été difficile? Je pense que pour tout le monde, c'est un exercice parce que la sexualité, d'un, on a beaucoup ri des 50 Shades of Grey puis de ce qui nous a été donné récemment en littérature érotique. Là, parce qu'il y a 50 Shades, mais il y a tous les sous-produits. Déjà que c'est un sous-produit, mais il y a les sous-produits 50 Shades. Donc, on n'était pas gâtés au niveau littéraire avec l'érotisme. Mais je pense que comme écrivain, il y a quelque chose de fabuleux là-dedans, de dire, OK, on peut s'approprier un genre qu'on n'aime pas nécessairement et voir qu'est-ce que nous, on peut laisser comme trace là-dedans. On peut repenser cette façon d'écrire puis la mettre à notre Oui, parce que en fait, c'est une scène parmi d'autres qui peut avoir lieu dans un roman ou dans une œuvre littéraire, même si c'est pas que de l'érotisme. Oui, puis quand même, ça, j'étais assez content parce que j'avais peur aussi qu'on se ramasse avec quelques scénettes érotiques, c'est-à-dire des mises en place pour mettre une grande scène érotique. Maintenant, tous les auteurs ont fait l'exercice avec brio parce qu'il y a vraiment une nouvelle au départ. C'est qu'au-delà de l'érotisme qu'il y a dans chaque nouvelle, tu aurais pu enlever ces scènes-là ou les mettre en ellipse, par exemple. Oui, je comprends. Je veux pas que toutes les nouvelles se tiennent par elles-mêmes. Oui. Est-ce qu'il y avait une limite à ne pas franchir? Est-ce que vous leur avez dit voici jusqu'où vous pouvez aller ou non? Ils étaient complètement libres? Oui, moi, je voulais que ça soit ludique. Je voulais que ça soit ce qu'on appelle un feel-good book. En fait, quelque chose que tu as encore envie d'avoir une sexualité. Donc, pas trop de violence? Non, je voulais pas. Parce que souvent, même au Québec, je pense que le premier roman de l'auteur féminine, c'est souvent, on dirait qu'il faut que ça parle de viol, il faut qu'il y ait comme un affranchissement du viol, qu'on dirait qu'il y a beaucoup d'auteurs qui doivent passer par là. Souvent, on s'excuse d'exister en tant qu'homme en mettant des scènes glauques et on dirait qu'on sert beaucoup de la sexualité pour pousser le drame dans les romans québécois. Et moi, j'avais envie du contraire. J'avais envie que les scènes sexuelles soient là pour appuyer la légèreté de la chose et mettre un peu de lumière dans les nouvelles. Donc, il y a des nouvelles plus dramatiques que d'autres, mais le drame n'est pas là-dessus. Par exemple, Sophie Bienvenue, le premier qui me vient en tête, c'est une apocalypse annoncée. Donc, il y a quelque chose de très, très noir dans sa nouvelle, mais la sexualité est saine. Donc, Caroline Allard, pour en finir avec le sexe aussi, dans la légèreté et l'humour, on peut dire que vous y allez. En fait, on disait anti-guide humoristique. Oui. On démystifie toutes sortes de choses, les préliminaires, les fantasmes, les maladies, les perversions. Et on pourrait dire que ça se place dans la même lignée que les chroniques d'une mère indigne, en fait, de déculpabiliser l'adulte. Il y a deux origines à ce livre-là, c'est-à-dire que quand j'écrivais les chroniques d'une mère indigne, des fois, j'écrivais des chroniques sur le sexe pour dire à quel point, quand t'es parent, nouveaux parents, ça marche pas pantoute, là, ça foire complètement. Puis les gens adoraient ça, que je raconte que ma vie sexuelle marchait pas du tout. Voilà. Mais je me suis dit, comment ça se fait? Puis c'est là que j'ai réalisé qu'on a autant de pression pour être des bons amants que pour être des bons parents. Puis à partir de là, c'est mis à me revenir se sont mis à me revenir toutes sortes de situations où il y a des affaires sexuelles qui me tapaient ses nerfs. Tu sais, à un moment donné, je sais pas comment je me suis retrouvée là, mais je me suis retrouvée à faire un 69, par exemple. Oh! Et, oui, Mon. je sais, pourtant, je Quelle folie. sais me tenir, mais... puis je me suis retrouvée à me dire, mais
Coudonc, je suis en train de trouver ça plate, moi, là, parce que j'ai comme l'impression que, dans le fond, il pourrait se passer d'autres choses, puis ça serait bien plus agréable que ça. Puis là, ben c'est comme un peu... on est ébranlé de se poser des questions, on dirait, sur est-ce que, quand tu es ado, tu sais, 69, c'est comme... Oui, mais d'ailleurs, il y a une section « Et vous? » Oui. où vous avez demandé des témoignages à votre c'est entourage ça. sur Et le vous, fameux trouvez-vous 69. ça si bon que ça, le Oui. 69? D'ailleurs, je fais des fois, je vais donner des conférences, je fais des entrevues, puis je raconte tout ce scandale du 69. Oui. Puis il y a des gens qui viennent me voir après pour me remercier. Enfin! C'est vrai, mais oui, enfin, quelqu'un ose le dire, c'est pas si bon que ça. Mais moi, en fait, c'est que ça pouvait seulement être de l'humour, effectivement, parce que l'humour, c'est-à-dire qu'on se distancie de ce dont on parle avec l'humour. Puis le sexe, c'est quelque chose duquel on est très près, puis qui est très confrontant, puis qui est très déstabilisant. Donc, moi, j'aurais pas pu en parler comme les chroniques d'une mère indigne, disons, de façon plus raconter mon quotidien. Ouais. Puis là, j'ai pris le pas de recul d'en parler de façon humoristique, satirique, un peu burlesque. Oui, c'est ça, exactement exagéré. Mais tout ce qu'il y a dans ce livre-là, c'est tout ce qui, moi, m'a déjà tapé sur les nerfs à un moment donné ou qui m'a déjà fait rire alors qu'on ne s'avoue pas qu'on peut rire dans ces situations-là. Oui, on a tous des maladresses, puis... Oui, c'est ça. Puis dans les revues, qui nous expliquent comment faire une bonne fellation. Moi, je m'explique, j'ai pas besoin que le Cosmopolitan me dise qu'il faut que je mette des morceaux de mangue dans ma bouche avant de faire une fellation. Je veux dire, je vais y penser toute seule. Non, c'est pas vrai. Mais donc, on a plein de pression, puis on prend pas de recul par rapport à ça parce qu'on veut être bon. Puis moi, ce que je veux dire, c'est avant de se demander si on est bon, il faut se demander si on aime ça. Donc, c'est de là que... Oui, puis c'est une bonne façon de rentrer dans la conversation qu'on n'ose pas avoir qu'un livre comme ça, parce que là, c'est facile d'accès. Puis moi, je m'attendais pas à ça, mais il y a beaucoup de femmes puis d'hommes qui venaient l'acheter, puis après, ils venaient me voir, puis ils me disaient hey, on l'a lu en couple, puis c'était vraiment drôle, puis on se posait des questions. Puis moi, mon mari, quand il l'a lu, évidemment, il a dit comment ça, t'aimes pas ça, 60 qu'on a jasé, tu sais. Oui. Mais c'est ça, mais c'est que ça permet de le faire d'une façon humoristique, alors que les questions sexuelles, quand on en parle en couple, le plus souvent... c'est souvent grave. C'est grave, oui. C'est ça, c'est qu'on a des problèmes. Tandis que là, ça permet de parler de choses normales, pas nécessairement de problèmes, puis d'avoir une vraie conversation, puis une vraie communication. Oui. Mais est-ce que vous pensez, parce que vous animez une émission sur le sexe, est-ce qu'il y a encore des tabous? Est-ce qu'on a besoin de se décrisper par rapport à la sexualité encore aujourd'hui? Oui, encore. Mais on a fait des vox pop dans cette émission-là, puis c'était assez drôle parce que moi, j'ai pas de tabou à en parler, ça me dérange pas d'en parler du tout, mais je me suis rendu compte que c'est pas du tout la même chose pour la plupart des gens. Puis l'émission, notamment sur la masturbation, on a eu énormément de problèmes à faire un vox pop là-dessus parce que les gens étaient vraiment gênés de parler de ça. Puis il y a des sujets comme ça, pour moi, la masturbation, c'est... Puis j'ai une ado qui refuse de parler de sexe avec moi. Ça viendra peut-être. Je la comprends, mais j'essaie de trouver des livres pour elle qui parlaient de sexualité, puis qui parlaient de masturbation, mais j'en ai trouvé très, très peu. Donc, il y a des sujets comme ça, de différentes façons. On se rend compte que c'est tabou, ou on se rend compte qu'on ne sait pas de quoi on parle. Les préliminaires. On fait l'émission sur les préliminaires. C'est quoi les préliminaires? Ah, ben c'est tout ce qui vient avant la pénétration. Oui, mais peut-tu le faire après la pénétration? Ah oui, c'est vrai. Tu sais, c'est un peu confus. Non, c'est vrai, j'étais dans les invités du groupe d'hommes de cette émission-là, puis on a passé à peu près une heure à se demander, c'est quoi exactement? Finalement, remise en question de ce qu'on croyait connaître. Puis pour ce qui concerne la littérature érotique, comme vous êtes chroniqueuse d'Érotissimo, vous devez en lire beaucoup. Oui. Est-ce qu'elle se porte bien? Est-ce qu'il y a beaucoup de publications? Je dirais que oui. Il y en a énormément. Donc, c'est sûr qu'il y a autant de mauvaises choses que de bonnes choses. Pour moi, par exemple, 50 Shades of Grey, c'est pas tout mauvais. Okay. Mais c'est pas ce que je préfère dans la littérature érotique. Pour moi, 50 Shades of Grey, par exemple, c'est très, très... Même si c'est des scènes sexuelles, c'est très... le paradigme de l'homme qui a de l'argent versus la jeune fille. Clichés, oui, c'est des clichés. Puis ça renforce... Oui, mais ça renforce la monogamie, ça renforce l'idée qu'il faut être amoureux, parce qu'en fait, on voit ça comme un roman qui a permis au BDSM d'arriver dans la culture populaire, alors que dans le roman, l'homme qui a des pratiques sexuelles de sadomasochisme devient monogame et amoureux. C'est à l'inverse. Oui, c'est ça, exactement. Donc, sauf que dans ce roman-là, la femme est amenée à toujours dire ce qu'elle veut. Dis-moi ce que tu veux vraiment. Bon, c'est l'homme qui
lui demande de dire ce qu'elle veut. Donc, c'est lui qui lui fait voir la une lumière. certaine émancipation. Il y a une pédagogie, oui, c'est ça. Mais encore là, il y a l'aspect communication qui est beaucoup là, moi, que j'ai trouvé agréable, que j'ai trouvé... Puis il y a un certain humour dans ce livre-là. Mais par contre, par exemple, des BD ou des livres illustrés érotiques parus récemment, il y a J'aime les filles de Diane Obomsawin qui est sortie récemment, où elle parle justement des premiers émois d'amour lesbien. C'est très beau, puis c'est très drôle, c'est très bien fait, puis ça nous fait nous questionner par rapport à nos présupposés nous-mêmes. Moi, c'est ce que j'aime, en fait, de lire des romans érotiques ou des BD érotiques, c'est d'un peu redéfinir mon monde érotique grâce à ce matériel-là. Oui, de sortir des clichés. Oui, c'est ça. Mais est-ce que vous avez l'impression qu'on a quand même on réinvente un peu les clichés, qu'on n'est pas toujours pris avec les mêmes scènes? Depuis que les femmes, par exemple, ont plus écrit de la littérature érotique, on pourrait croire que ça a changé la domination. Je pense que la transformation pour l'écrivain, en tout cas, c'est qu'on est tellement bombardé d'imagerie érotique, c'est-à-dire que maintenant, c'est de la pornographie, on a accès à ça sur Internet partout. Donc, c'est des images qui nous sont imposées, alors que là, pour l'écrivain, c'est de se questionner comment on remet ça au niveau de l'écrit. Oui, puis le pouvoir d'évocation de la littérature fait en sorte que c'est différent. Moi, effectivement, la seule qualité que j'ai trouvée à 50 Shades of Grey, c'est de remettre l'imagerie érotique au lecteur. Donc, enfin, tu peux te faire tes images. Tu peux aller... En fait, c'est toi qui établis les limites. Si il y a une image qui te choque en lisant, ben tu peux passer outre, aller un peu plus loin et puis continuer ta lecture. Ce que tu n'as pas avec l'imagerie porno. Oui. Puis je le dis souvent, si tu fouilles un peu puis tu vas voir la porno québécoise, ben c'est des douchebags je veux dire, tu regardes les douchebags, est-ce que c'est vraiment excitant? À un moment donné, tu te questionnes, est-ce que ça m'excite vraiment ou c'est des images qui sont là, puis je pense qu'ils pensent, Oui. Donc, il y a quelque chose au niveau littéraire, on se réapproprie l'image, puis le lecteur, ben lui aussi s'approprie son imaginaire érotique. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, ça devient très restreint quand on regarde des films porno, c'est vraiment toujours la même chose, là, tu sais. Extrêmement répétitif. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais dans 50 Shades of Grey, par exemple, il y a des trucs qui restent, comme l'orgasme simultané, là, tu sais, puis ça, d'ailleurs, j'en parle. Oui, ça aussi, c'est un mythe. C'est pas un mythe, là, il paraît que ça arrive, moi, j'y crois pas trop, mais... mais dans 50 Shades of Grey, c'est systématique, tu sais, puis pour moi, ça, c'est... Est-ce qu'on peut aller plus loin? Parce que ça devient comme un paradigme, là, tu sais. Ça n'a plus vraiment de valeur. Non, c'est ça. Puis ça renforce l'idée qu'il y a une façon qui est mieux que les autres, tu vois. Donc, même si, par ce livre-là, puis les femmes qui écrivent, tu le mentionnais tantôt, il y a beaucoup de femmes qui écrivent, qui prennent la parole et tout, mais je pense justement que dans la prise de parole, il faut aussi être capable d'aller plus loin que... Parce que ça, c'est une image de la porno, l'orgasme simultané, tu sais, d'aller plus loin que... De sortir de ces mêmes... Que ces paradigmes-là, oui, c'est ça. On va maintenant accueillir Mélodie Nelson qui se joint à nous à la discussion. Donc, pour lire de la très bonne littérature érotique québécoise, je vous suggère un petit carnet érotique assez intéressant. Donc, le carnet Écarlate, donc le sous-titre est Fragments érotiques lesbiens. C'est Anne Archet qui a écrit ça. Elle a déjà un blog, sous son nom, qui est très bien fréquenté, qui est très intéressant aussi. Donc, l'auteur nous présente vraiment, c'est des petits aphorismes, ça c'est très court. C'est surtout ses observations de ses maîtresses, de ses moments de sexe, d'amour, de plaisir. Elle est vraiment dans le regard, dans l'observation, mais c'est toujours fait avec beaucoup de finesse et beaucoup d'esprit. Son écriture est particulièrement délicieuse et c'est souvent très drôle. Donc, je vous suggère le carnet Écarlate d'Anne Archet qui a été publié chez Remue-Ménage à l'automne 2014. Nelson, bonjour. Bienvenue à l'émission. Vous êtes romancière et blogueuse depuis 2008. Vous avez en fait un blog coquin et un blog maman plus récent. Chroniqueuse aussi à la section hommes sur canoë.ca. Et vous avez fait paraître Escorte en 2010 chez Transit Éditeur. C'est une autobiographie, en fait, où vous racontez votre vie d'escorte de manière très explicite. Là, donc, votre rencontre avec les clients, les scènes sexuelles très détaillées, votre rapport avec le métier. Et dans cette autobiographie, vous revendiquez vraiment ce choix-là que vous avez fait d'être escorte, d'avoir été escorte, un choix qui vous a valorisé, vous dites, qui vous a peut-être même permis de ne pas tomber dans la dépression. Oui, je ne sais pas si j'utiliserais le mot « valoriser », probablement d'une certaine façon. Ça m'a surtout aidé, en fait, à m'affirmer. OK. Moi, la sexualité, c'était d'abord une façon de me reconnaître, de reconnaître mes envies, pas seulement sexuelles, mais
qu'est-ce que j'aimais dans la vie, qui j'étais. Je m'étais toujours sentie un peu honteuse de ce que je voulais, de ce que je désirais. Puis, vu que j'étais bien quand j'étais escorte, ça m'a vraiment permis de me connaître, d'enfin affirmer ce que ce que j'étais. Puis d'écrire un livre sur ce métier-là, est-ce qu'il y avait une volonté de donner une voix justement à tous ces gens, toutes ces femmes travailleuses du sexe qui en racontent pas, en tout cas pas dans les livres, ce que c'est réellement? Il y avait une volonté d'en parler? Oui, j'ai vraiment beaucoup hésité avant de l'écrire parce que, pour tout ce que ça impliquait en fait, là. J'ai pas honte de ce que j'ai fait, mais de le révéler à ma famille, des amis de mon conjoint, je le saurais aussi. Puis je l'ai vraiment fait d'un côté, oui, c'est un récit qui peut être vu aussi érotique, mais je dirais que c'est un érotisme militant parce que oui, c'était pour parler du travail du sexe. On entend beaucoup les travers, ils existent, mais c'est pas juste ça, c'est pas juste les policiers qui rentrent dans des agences, les clients, les proxénètes. Moi, ce que j'ai révélé, je suis pas une exception, ça existe beaucoup. Puis par la suite, j'ai eu des témoignages et je crois que je pourrais jamais regretter ce livre-là pour ça, parce que je sais que ça a aidé d'autres femmes. Oui, parce que vous racontez que vous avez un copain, vous avez une vie de famille, donc vous n'étiez pas du tout dans une vie complètement désorientée, là. C'était vraiment un choix. Oui, c'était un choix. En fait, j'avais toujours pensé que je serais escorte un jour. Mais je me suis mariée très jeune, puis je me suis dit, le mariage, ça m'empêche de faire ça. Puis finalement, non. Non. Vous étiez mariée. Mais j'étais pas satisfaite quand j'étais mariée, justement. Puis au lieu de. Bon, on était un couple assez ouvert, puis au lieu de le tromper, je me suis dit, est-ce que je pourrais faire ça? Puis c'est à la suite d'un dossier dans la presse où justement certaines escortes s'ouvraient à la réalité que j'ai eu moins peur de me lancer. Puis. Bon, finalement, mon mariage s'est terminé et tout. C'est sûr que c'est beaucoup mieux de dire à ton mari, hey, je voudrais pas me tromper, je voudrais juste me prostituer. Ça passe c'est quand même beaucoup mieux. Mais ça nous a aidés d'une certaine façon tous les deux parce que justement, ça m'a sorti aussi de la dépression. Mais ça m'a aussi montré que j'étais pas du tout faite pour être avec lui parce que la sexualité était tout simplement trop importante pour moi pour rester avec quelqu'un pour qui ça l'était pas du tout. Puis sinon, pour ce qui est parce que vous écrivez un blog coquin, donc vous écrivez sur la sexualité plus au quotidien presque, en tout cas souvent. Comment est-ce qu'on fait pour se renouveler? Puis si on pourrait élargir la question dans la littérature, quand on écrit sur le sexe, comment ne pas tomber dans la redondance, la prévisibilité? C'est un défi quand même de taille. Oui, mais je me posais pas cette question-là en commençant. Puis Caroline et Stéphane parlaient beaucoup d'érotisme tantôt. Avec l'humour. Puis moi, c'est comme ça que j'ai commencé le blog. C'était pour rajouter, ma sexualité au quotidien, mais ludique. Parce que c'est ça, la sexualité. On se prend pas trop au sérieux. Si on a du plaisir, il faut se laisser aller. Puis souvent, c'est avec le rire. Je me demandais pas comment j'allais me renouveler. Les histoires de mes amis, ça aide. Ensuite, on change aussi. J'aborde pas juste mon quotidien. Je peux parler justement de lecture. Je parle aussi de la sexualité maintenant, peut-être un peu plus au niveau de l'actualité. Vous parlez de littérature érotique, hein, justement, que ça a été un éveil. Est-ce que ça peut être un éveil sexuel, vous pensez? Oui. Je ne sais pas à quel point, mais moi, c'est un vrai souvenir parce que j'allais dans mon journal intime de quand j'ai 9 ans. Je disais que j'avais hâte de faire l'amour. Je peux même pas imaginer savoir vraiment c'était quoi pour moi. Vous aviez lu quelque chose? Oui, j'avais lu Régine Desforges. Puis il y a des scènes très sexuelles. C'est évident que j'ai pas tout compris quand je l'ai lu, mais je ressentais quelque chose. Puis dans ma tête, oui, ça m'a allumée. Puis j'ai tout le temps été curieuse par rapport à la sexualité depuis. Alors oui, la littérature m'a amenée un certain éveil. À vouloir en savoir plus, oui. Mais le blog de Mélodie, moi, je le lisais. Quand j'ai commencé à écrire mon blog, tu étais déjà, je pense, en 2006, tu écrivais déjà. Puis moi, j'adorais ça, la lire. Puis justement, il n'y avait pas de redondance parce que on sentait que c'était une vraie prise de parole. Tu sais, c'était pas scripté, là. Elle n'essayait pas à chaque billet de chercher comment titiller la personne qui était pour le lire. C'était vraiment une fille qui écrivait sur sa sexualité, qui était... qui nous livrait ça de façon candide, là, tu sais. Puis moi, ça me fascinait sérieusement. Je me disais, wow, c'est possible de parler de sexe comme ça, de ce qui nous arrive. Oui, puis
l'humour aussi. Tu dis, c'est une fille qui est en contrôle, tu sais, qui sait ce qu'elle veut, puis qui nous raconte ça. Puis moi, je trouvais ça super décomplexé. Puis pour moi, c'était une bonne lecture. Tu sais, c'est vraiment une lecture, je dirais même pas érotique, tu sais, mais... Non, c'est pas ça. C'était pas pour exciter, c'est vraiment un divertissement. Oui, c'est ça, Un c'est divertissement, ça fait partie de la vie. Oui. Ben, c'était ton Ouais. expérience de Ouais. fille par rapport à ta sexualité, puis vraiment exactement pas dans le scénario, mais dans ce qui se passait vraiment, mais très bien écrit. Puis moi, j'ai toujours Mais ça, c'est intéressant, le fait de... Ouais, peut-être une des fonctions de la littérature érotique, de nous décomplexer Ouais. par rapport à certaines Parce que situations. Mm-hmm. contrairement au magazine où tantôt tu parlais comment faire une fellation, Ouais. la littérature, ça te guide pas. C'est pas une littérature de performance. C'est vraiment là pour le plaisir. Une expérience, oui. Ouais, je pense aussi qu'il y a tout le temps, en fiction, il y a tout le temps une charge émotive quand tu écris une scène de sexe. Donc, je me souviens, moi, Mal élevé, mon deuxième roman, toutes les scènes de sexe étaient basées sur la dégradation du couple du personnage principal. Donc, au début, c'était vraiment du sexe ludique avec sa conjointe. Jusqu'au moment où il est un peu plus voyeur, tout ça allait vers quelqu'un d'autre, en fait. Donc, c'était vraiment l'espèce de chemin que le personnage empruntait vers une sexualité qui s'en allait de moins en moins vers son couple. Donc, je pense que c'est ça. Il faut que la scène, en tout cas en fiction, il faut qu'elle serve un propos aussi. Oui, Parce que sinon, ça devient Bleu Nuit. c'est ça. Il y a comme la littérature formatée, comme les films pornographiques, Ouais. puis il y a la littérature qui... Mais il y a la scène aussi qui surprend dans le livre, comme toi dans ton premier, Un petit pas pour l'homme, tu as la scène de quoi, 7 pages, qui décrit une relation sexuelle, mais je veux dire, sans temps mort. là. Non, c'est ça. Puis à chaque fois que quelqu'un lit, je pense que tu en parles de cette scène-là, ou moins des amis qui l'ont lu, ils me disent « Wow, ouais, les C'est parce 6 que pages. le punch est un artifice littéraire, Oui. c'était que je disais pas avec qui il couchait. Et les gens s'étaient fait une idée, puis Oui. à la fin, je révélais le nom de la personne. Mais Ça, c'est outre intéressant ça- parce que c'est une information importante. Mais outre ça, de décrire étape par étape Ouais. la relation sexuelle, je suis sûre que ça n'a pas dû être facile à écrire non, Non, plus, non, non, parce c'est que pas, dans les livres, disons, mettons, la Shades of Grey, si on veut, où Oui. est-ce que les scènes se suivent et se ressemblent toutes. Ouais. Là, on est vraiment devant une analyse de ce qui se Ah ouais, passe. tout à fait. Puis, en tout cas, comme lecteur, ça surprend, puis ça fait prendre conscience de certaines choses aussi. Là, tu sais, ah oui, quand tu n'es plus sûr où il faut que tu mettes la jambe, ou tu sais. Ouais, non, c'est ça. Des fois, t'as des problèmes techniques de dire est-ce que j'ai donné trop d'informations? Parce que des fois, trop d'informations, On se perd. fait qu'on ouais. s'y perd, pas assez, c'est un peu flou. Ouais, mais c'est c'est tout un art. ouais. Mais est-ce que le roman québécois, la littérature québécoise, vous trouvez qu'on est quand même qu'on est bon? Est-ce qu'il y a beaucoup d'interdits par rapport à d'autres? Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les auteurs comme Stéphane, avec juste 6 pages dans un roman ou qui dirige un ouvrage comme ça. Moi, dans Universelle Coiffure, je voulais faire une scène de sexe. Les 2 personnages se sont trouvés sur la banquette arrière d'une voiture, puis la fille, elle a vomi. Tu sais, puis c'est même pas de ma faute, là. C'est même pas de ma faute, mais ça a arrêté là. Donc, Il y a comme un blocage à oui, l'écrire. oui, moi j'admire beaucoup les gens qui peuvent écrire ce genre de scène-là parce que c'est réellement pas facile. Parce qu'il y a une grande partie de nous qui va là-dedans. Puis moi, je suis toujours un petit peu... Je regarde ça de haut, ha, 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 en Autant rigolant. vous êtes capable de parler de masturbation, mais Oui, de mais décrire... c'est celle des autres, là. Puis écrire en faisant des blagues, mais tu sais, vraiment me commettre à écrire quelque chose d'érotique, là, c'est... Ouais. Donc, il y en a pas énormément, je pense, dans la Non, puis je sais littérature que québécoise. dans le recueil nu, à peu près tous les auteurs que j'ai invités ont eu un moment de panique. Oui. Des fois, c'était au début. Des fois, c'était au milieu de la nouvelle en disant « Mais qu'est-ce que... Ouais. Non, ça marche pas. » Des fois, c'est à la fin, genre « Je peux pas publier ça, c'est ridicule. » Donc, les gens avaient tous des peurs, mais vraiment différentes. Mais c'est sûr que ça vient chercher nos peurs les plus profondes. La ouais. sexualité, c'est la chose la plus intime. Puis en même temps, dans la littérature, si on parle d'une histoire d'amour puis qu'il n'y a jamais de scène de sexe, c'est quelque chose d'un peu artificiel. Ouais. Parce qu'il Ouais. faut que ça arrive. Ouais, non. Il y avait un roman de... Le monde de Barney, c'est le Canadien. Ah non, Mordecai Richler. Oui, c'est ça, Mordecai Richler. Je ne me souviens pas du titre du roman, mais c'était un de ses seuls livres où il y avait un peu de science-fiction. Oui. Puis il y a une fille là-dedans qui, à chaque fois qu'elle rencontrait un gars,
se mettait à l'embrasser et tout. Puis il proposait une cigarette au bout de 3 minutes, mais c'est parce qu'elle, dans sa tête, c'était comme dans les films. Tu sais, dans les films, Oui, on enlève on le sexe. Oui, c'est ça. Puis elle, c'était exactement comme ça que ça se passait. Ben oui, mais moi, ça m'a beaucoup fait rire. Puis c'est là que tu te rends compte qu'effectivement, quand on enlève le sexe, il y a une partie de la réalité qui est complètement juste occultée. pas là. Ben oui, oui, tout à fait. Mais la littérature érotique, traditionnellement, était quand même produite, consommée par les hommes. Il y a eu maintenant beaucoup de femmes qui ont investi la littérature érotique. Trouvez-vous que ça a transformé les choses quand même? Ou en tout cas, qui font des blogs, on parlait tout à l'heure des clichés de la littérature érotique. J'imagine que même dans la pornographie, il y a peut-être une... Oui, ben, tu sais, c'est une prise de parole, donc c'est bien. Puis aussi, j'ai lu un roman érotique perse où l'auteur, justement, qui était une femme, racontait, disons, l'érotisme persan, qui est très tabou, là, tu sais, puis ça s'appelait La preuve par le miel. Puis j'ai trouvé ça vraiment super intéressant, cette prise de parole-là, dans ce contexte-là. Oui. C'est sûr qu'il y a des prises de parole qui sont plus du harlequin crinqué, là, tu sais. Il te reste l'histoire d'amour et tout, un peu sirupeuse, là, vraiment super Même cliché. dans les harlequins, il y en a beaucoup de scènes de sexe. Ben oui, mais Ouais, de plus c'est en drôle, plus. c'est Oui, de plus en surprenant, Mais moi, mais- quand j'étais jeune ado, là, moi, je lisais des harlequins pour me... Tu sais, comme... Puis c'était moins... Ouais, c'était je trouvais moins je trouvais ça excitant, là, tu sais. sulfureux que Oui, maintenant. mais c'était beaucoup moins sulfureux que maintenant. Mais oui, effectivement, parce que je pense Je qu'on trouve ça sent... surprenant. Oui, mais on sent quand il y a l'histoire d'amour qu'il faut qu'il y ait un petit peu plus, parce que sinon, c'est juste plate. Mais aujourd'hui, il y a comme, il y a l'effet de mode, évidemment, mais je trouve pas que ce soit une si mauvaise chose qu'il y ait un Je effet de pense mode que- sur le fait de parler de Je sexe. pense que c'est quand même une suite au féminisme aussi, que les femmes bâtissent leur imagerie sexuelle aussi en littérature. Tu sais, il y a quelque chose de sain là-dedans. Oui. Oui. Puis moi, je sais que quand on a bâti le recueil, j'ai eu beaucoup plus de facilité à aller chercher des filles que des hommes. Ça, J'ai c'est l'impression que toutes les intéressant, femmes, on dirait qu'il y avait déjà, même s'ils ne l'avaient pas fait, ils savaient déjà un peu comment se positionner, qu'est-ce qu'elle allait faire là-dedans. Les gars étaient terrifiés. Là. Il y Mais a en beaucoup de gars fait, qui m'ont ouais. prétexté un conflit d'horaire, alors qu'on avait 6 mois pour écrire chaque nouvelle. On n'était pas pressés. Mais Ouais. non, il y en a beaucoup qui n'avaient pas le temps. Comment t'expliques ça? Ben, je pense que nous, tu sais, on est plus, les hommes, on est plus dans l'image. C'est un cliché, mais c'est quand même vrai. Mais moins dans la Donc, confidence. peut-être qu'on aussi. sait Ah ouais, moins ça comment va. le transformer. Tu sais, on n'a pas d'angle au départ. Je pense qu'une femme va vouloir... tu sais, tu regardes This is Better Than Porn, par exemple, le blog qui est assez en vogue en ce moment. Tu sais, ils ont un angle vraiment intime, par exemple. Je pense que c'est ça, c'est l'intimité. Les femmes veulent se réapproprier la sexualité, en quelque part. Mais historiquement, il y a beaucoup d'hommes qui ont écrit des trucs pornographiques. Ben, évidemment, il y a Sade, il y a, il y a les 11 000 verges, c'est Aragon, je pense. Ouais. Puis, à ce moment-là, les hommes prenaient la parole, prenaient la plume pour dénoncer des choses. C'est Sade anti-théiste. Aragon, c'était comme une charge à fond de train contre la guerre, en tout cas, qui faisait des liens entre la sexualité et la guerre. Mais c'était pas... c'était pas par rapport à l'intimité. Ça, c'était par rapport à des enjeux de société plus larges. Oui. Alors que Stéphane, quand tu proposes à des auteurs de participer à un recueil comme ça, ben toi, tu vois, tu as comme un peu une dénonciation sociale. si Oui, tu veux, il y en a qui ont des Il y en propos a. sociaux, mais Oui, c'était il y en pas a. le... Mais pas d'aller le chercher gros du l'intimité, je pense que même historiquement, c'est pas facile. Ouais. Même si les hommes ont écrit de Effectivement. l'érotisme, C'est pas le de même, c'est cette pas le même façon-là. érotisme. Non, ouais. non, c'est Puis ça. si on pense à Anaïs Nin, qui est Oui. peut-être des premières à avoir justement été dans l'intimité, la sexualité, c'est complètement autre Ouais. chose finalement que... Puis c'était des commandes pour un pervers en particulier. C'était pas... Mais je suis pas sûr qu'elle voulait le publier, même. non, en mais tout d'un cas, je autre connais pas bien côté, l'histoire. de risquer peut-être sa réputation Ouais. en écrivant de l'érotisme pour Non, faire de c'est l'argent, parce moi, que, je ouais. Ben, trouve Anaïs Nin, je trouve c'est ça. bien. C'était des commandes d'une personne en particulier qui voulait des scénettes érotiques, Ouais. puis même il se plaignait toujours qu'il y avait trop de scénarios dans ces trucs-là. Ah oui, Il c'était voulait juste ça vraiment- qu'il voulait. Ouais. Donc moi, j'ai lu ça récemment, puis j'ai trouvé ça d'un ennui mortel. Ah, moi, j'avais tellement aimé ça. Moi, je l'ai pas. Je me souviens qu'on en avait parlé. Mais Stéphane Dompierre, dans une de vos chroniques Fâché noir contre la littérature érotique, vous vous moquez des aspirants auteurs de littérature érotique qui lisent 50 nuances of Grey, puis qui là, qui se disent, ben moi, je suis capable d'écrire un Ouais. roman comme ça, puis qui s'y mettent. Vous avez l'impression qu'il y a beaucoup d'auteurs qui pensent être capables d'accoter un 50 Ben oui, nuances je of pense que Grey. les mauvais romans sont dangereux pour ça. Puis l'avènement du blog a créé ça aussi. C'est des gens qui, plutôt qu'écrire un courriel à leurs amis pour se plaindre de leur journée, l'ont mis sur un blog. Ils disaient, hey, je suis capable d'aligner 50 phrases. Je suis un romancier, coudonc. Fait que là, ils écrivent des romans, mais je veux dire,
toute la structure dramatique, toutes les bases de la dramaturgie, souvent, sont absentes de ces romans-là. Donc, il y a quelque chose là. Puis effectivement, 50 Shades of Grey, tu lis ça, tu dis n'importe qui est capable d'écrire ça, mais c'est pas tout à fait vrai, parce qu'au final, il y a quand même une histoire qui est bâtie quand même sur 3 romans. Donc, il y a quand même une courbe dramatique là-dedans, même si je crois que l'auteur écrit mal ses phrases, c'est-à-dire qu'elle n'a pas un phrasé intéressant, mais elle a quand même construit une œuvre dramatique qui se tient debout. En fait. Oui. Sinon, est-ce que la littérature érotique doit exciter? Est-ce que vous pensez que c'est une des fonctions qu'elle... Parce que je pense que vous dites justement dans une de vos chroniques, je pense que c'est là que j'ai lu ça, que vous ne voulez pas voir quelqu'un lire un livre érotique dans l'autobus parce que vous n'avez pas envie de savoir que la fille est en train de lier ou que le gars a une érection. Non, il y a quelque chose d'étrange là-dedans. Tu sais, mais en quelque part, ça, c'est la sensibilité du lecteur. Tu sais, je le dis toujours que mon livre n'est pas conçu pour choquer, mais c'est sûr qu'il va choquer certaines personnes. Tu sais, il y a des gens qui ont la mèche courte, il y en a qui ont une résistance à peu près tout. Mais qu'est-ce qui serait le plus scandalisant en lisant ça? Parce que bon, à part on sait que ça parle de sexualité, on s'attend à ça. Si on le lit, c'est en toute connaissance de cause. Ben moi, pour moi, ça serait plus scandalisant des gens qui me diraient « Ah, ben j'ai trouvé ça sympathique », et qui n'ont pas vu certaines charges émotives ou certaines charges sociales de quelques-unes des nouvelles. Tu sais, donc, parce que je pense que tous les auteurs qui sont là véhiculent un propos à travers l'érotisme. Donc, si les gens se contentent de me dire qu'ils ont trouvé ça sexy et qu'ils se sont touchés en lisant, parfait s'ils se touchent en lisant. J'ai pas de problème avec ça. Écoute, c'est mais c'est pas la fonction, tout va bien. Mais pour moi, c'était pas la fonction première de l'exercice. Mais il y a un engagement, quelque chose de plus philosophique, puis d'un engagement humain dans ce recueil-là, dans certaines littératures érotiques. Donc, on peut le lire dans le métro. Ben oui. OK. La couverture est... Oui, c'est très classe. C'est très classe. Oui. Mais merci beaucoup à vous 3. Donc, je rappelle que Nu est publié chez Québec Amérique. Pour en finir avec le sexe, chez Hamac, Caroline Allard. Merci. Et Mélodie Nelson Escorte, par contre, on ne peut plus se le procurer, la maison d'édition. Merci à vous tous. Merci. C'est tout pour nous aujourd'hui. Je remercie la librairie Monet de nous accueillir dans ses locaux. Je vous souhaite bonne lecture et à bientôt.